Bonsoir madame, monsieur, vous regardez Al24 News à la une de l'actualité de ce 19h. Conférence de Paris sur la Libye, la communauté internationale ne tolérera aucune entrave au processus électoral. En Éthiopie, le gouvernement a rappelé jeudi ses conditions d'éventuelles discussions avec les rebelles tigréens. La situation ne semble guère s'améliorer aux frontières entre la Pologne et la Biélorussie. Après les accusations de plusieurs pays de l'Union européenne, la Biélorussie menace de couper la distribution de gaz. Sport football, l'Al-0. Le Burkina Faso lui cale face au Niger. Score final, 1 but partout. La conférence internationale sur la situation en Libye s'est tenue aujourd'hui à Paris. Une conférence sous l'égide de la France sous le signe de l'espoir pour la stabilité institutionnelle. La communauté internationale appelle à la tenue des élections à la date fixée. Les détails avec Tilhidan Makassi. À l'issue de la conférence internationale à Paris consacrée à la Libye, la communauté internationale maintient ses positions et insiste sur l'organisation en temps du grand scrutin, présidentiel en décembre et législative en janvier, et rappelle notamment l'importance de la tenue d'élections libres et transparentes. Concernant le deuxième grand point de la rencontre, à savoir les retraits des forces étrangères, des mercenaires et le désarmement des milices, les présents se disent favorables à un plan global, ajoutant vouloir mettre un terme aux ingérences en Libye. Les protagonistes appellent également à la création d'une commission de réconciliation nationale sous les auspices du Conseil présidentiel libyen. Les dirigeants réunis ce vendredi à Paris, dans le cadre de la conférence sur la Libye, ont menacé de sanctions les personnes qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, tenteraient d'entraver, de remettre en cause ou de manipuler les élections prévues le 4 décembre, selon le communiqué de la Réunion. Ils appellent également à ce que la présidentielle et les législatives, les premières élections de l'histoire du pays, soient régulières, inclusives et crédibles, indique le texte. Le Mali demande de l'aide à la Russie. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en visite à Moscou, a appelé la Russie à aider son pays pour assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Les détails avec Mohamed Amin Aberkan. Affaibli et se sentant fragilisé par la menace terroriste, le Mali a affiché sa volonté de vouloir poursuivre le partenariat militaire avec la Russie. De Moscou, où il était en visite, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lance un appel à l'aide à son homologue, Sergueï Lavrov. Le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps. Et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. Je crois que ce que nous attendons aussi de la Russie, qui est un partenaire qui est pragmatique, qui est réaliste, mais aussi qui est un partenaire qui a su faire la preuve de son efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opération. Des terroristes plus à l'aise au nord du Mali depuis le retrait français. Sergueï Lavrov promet une assistance militaire. Moscou continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste. Après un nouveau coup de force à Bamako, le Mali voit ses relations avec la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, sérieusement se dégrader. Le Mali se tourne désormais vers la Russie. Les deux pays ont fortement démenti tout contact avec le groupe Wagner. Soudan, nouvelle tournure politique avec cette annonce du général Abdel Fattah al-Burhan de la formation d'un nouveau conseil pour gérer la transition. Une annonce qui n'apaise en rien les tensions déjà présentes dans le pays. Safwan Ben Sabri. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a émis un décret constitutionnel portant sur la formation du nouveau conseil souverain de transition qu'il va diriger, a rapporté jeudi la télévision d'État.
La chaîne de télévision publique a aussi fait connaître les noms des nouveaux membres qui composent la nouvelle autorité de transition. Le nouveau conseil a conservé tous les anciens membres de la composante militaire de transition. La défenseur des droits de l'homme Raja Nicolas Abdelmasih, seule femme au sein du conseil, a quant à elle conservé son poste dans la nouvelle autorité de transition. Le Soudan est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 octobre, après que le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des conseils de souveraineté et des ministres. Il s'est engagé à former un gouvernement de compétences indépendantes et à décréter l'état d'urgence. Al-Burhan a également révoqué des gouverneurs et a annoncé la suspension de certaines mesures de la charte constitutionnelle relative à la gestion de la phase de transition, au milieu de protestations continues contre ces mesures. Al-Burhan a justifié ses décisions en affirmant que l'incitation au chaos et à la violence par les forces politiques nous a poussés à faire ce qui est nécessaire pour préserver le Soudan. Le gouvernement éthiopien a rappelé jeudi ses conditions d'éventuelles discussions avec les rebelles tigréens après plusieurs jours d'intenses tractations diplomatiques pour empêcher une nouvelle recrudescence des combats débutés il y a un an dans le nord du pays. Les précisions avec Leïla Gertal. Les efforts diplomatiques pour asseoir les belligérants éthiopiens autour d'une même table de négociation se multiplient de la part de la communauté internationale, alors que sur le terrain, les combats s'intensifient sur les fronts de Amhara et de Afar, deux villes proches de la capitale Addis Abeba. Les rebelles du Tigré se disent déterminés à atteindre leur objectif, c'est-à-dire la prise de la capitale, alors que le gouvernement éthiopien, appelé par la communauté internationale à discuter avec les rebelles, pose certaines conditions. Pour qu'il y ait solution pacifique, il faut être deux, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien, Dina Mufti. Des préalables sont nécessaires avant toute négociation. Le premier étant d'arrêter d'abord les attaques, ensuite quitter les zones d'Amhara et d'Afar, et puis, et dernier préalable, reconnaître la légitimité du gouvernement en place. Dira le porte-parole des Affaires étrangères éthiopien qui rajoute que cela ne veut en aucun cas dire que les négociations seront entamées. De son côté, le porte-parole des groupes rebelles du Tigré affirme dur comme fer qu'un retrait des régions conquises est tout simplement pas envisagé. Le bras de fer continue. Et on reste en Éthiopie et cet accord passé entre Boeing et les familles des victimes du crash d'avion du Boeing 737 MAX en Éthiopie, le constructeur aérien a reconnu sa responsabilité dans l'accident d'après des documents juridiques déposés mercredi auprès d'un tribunal de Chicago. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé près d'Addis Abeba en mars 2019. 157 personnes en sont mortes. Le drame est survenu 6 minutes après le décollage de l'appareil. Situation toujours tendue au Liban. La crise diplomatique entre le pays du Cèdre et l'Arabie saoudite déclenchée après les propos du ministre libanais Georges Qardahi critiquant la guerre au Yémen ne semble toujours pas trouver d'issue. Georges Qardahi qui annonce lors d'un point de presse qu'il était prêt à démissionner sous réserve de garanties. Je vous propose d'écouter le ministre libanais de la communication, Georges Qardahi. Je pense que les opinions divergent actuellement dans notre pays. D'une part, il y a ceux qui sont favorables à la démission du ministre et de l'autre côté, sans doute, la grande majorité se solidarise. Il s'agit à présent de questions d'amour-propre, mais aussi de souveraineté nationale. Si on me donne des garanties, je suis prêt à démissionner. Je ne suis pas attaché à mon portefeuille ministériel. Je ne défie quiconque, ni le gouvernement libanais, pour qui je voue le plus grand respect, ni l'Arabie saoudite d'ailleurs. Ma relation avec l'Arabie saoudite est une relation fondée sur l'amitié et le respect. Je ne comprends d'ailleurs pas comment cette crise a pris de telles proportions. Je le redis, je ne veux défier personne. Nous suivons l'évolution de cette affaire de près et je suis prêt à partir dès que j'aurai des garanties. La représentante des États-Unis auprès de l'ONU en visite en Palestine et en Jordanie, Linda Thomas-Greenfield, se rendra donc au Moyen-Orient pour s'entretenir avec des responsables du 14 au 19 novembre. Elle se rendra notamment à Ramallah dans le but de poursuivre les efforts de l'administration du président Joe Biden pour tisser les liens avec le peuple palestinien.
La situation ne semble guère s'améliorer aux frontières entre la Pologne et la Biélorussie, alors que plusieurs pays de l'Union européenne demandent des sanctions contre le gouvernement biélorusse, accusé de fomenter une crise migratoire. La Biélorussie menace de fermer les vannes d'un important gazoduc. Les précisions de Sofiane Barouti. La crise des frontières de l'Union européenne bat son plein. En effet, des milliers de réfugiés en provenance du Moyen-Orient pour la majorité ont déjà franchi la ligne de démarcation séparant la Biélorussie et l'espace russe en général de l'espace européen, Pologne et pays baltes. Si l'aspect migratoire est d'une sensibilité politique certaine sur le vieux continent, il est aussi d'une importance cruciale sur le plan économique et humanitaire. La crise pourrait vite se transposer sur d'autres dimensions. Le mandataire biélorusse a d'ailleurs menacé l'Union européenne d'entraver son approvisionnement énergétique, principalement gazier, si celle-ci persistait dans sa politique hostile et dans ses accusations infondées à l'égard de Minsk. Varsovie, qui est déjà en froid avec l'Union européenne sur des questions institutionnelles, militarise la zone pour barrer la route face à l'afflux des demandeurs d'asile. La frontière orientale de l'Union européenne est une vraie ligne de front. L'exemple de la crise ukrainienne, de la mer Noire au Donbass, en serait la démonstration. La vague migratoire n'est pas nouvelle. Elle coïncide avec l'embrasement des champs de bataille moyen-orientaux, en proie à de multiples conflits. La Syrie et l'Irak cumulent des millions de ressortissants sur les listes de demandeurs d'asile depuis plus d'une décennie. La Turquie, principal pays de transit des réfugiés de guerre syriens, a usé de la carte migratoire pour faire pression sur l'Union européenne. On se souvient de l'arrivée de milliers d'entre eux sur l'île de Lesbos il y a quelques mois. La frontière sud de l'Union européenne est donc aussi minée par cette problématique, ainsi que par les tensions vivaces en Méditerranée orientale et en mer Égée autour du contrôle des voies marchandes et celui sur les ressources énergétiques. Enfin, la frontière occidentale de l'UE a aussi pour sa part été le théâtre d'une crise similaire. Le Royaume du Maroc, pour répondre à son isolation diplomatique, notamment après la reprise des hostilités au Sahara occidental occupé, a tenté de faire pression sur l'État espagnol en envoyant des milliers de ses ressortissants en proie à la misère à l'assaut des enclaves de Ceuta et Melilla, ce qui a provoqué un déploiement militaire espagnol et de sérieuses crispations entre Rabat et Madrid. Direction l'Allemagne où un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 a été enregistré, 50 196 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, c'est la première fois que le seuil des 50 000 nouveaux cas quotidiens a été franchi dans le pays. Parmi les mesures présentées pour faire face à cette violente vague, une généralisation de l'exclusion des personnes non vaccinées de certains événements. Des élus, quant à eux, appellent à une nouvelle annulation des traditionnels marchés de Noël dans les régions les plus touchées. Covid toujours, l'Agence européenne des médicaments a recommandé hier l'ajout d'un type rare d'inflammation de la moelle épinière, la myélite transverse, à la liste des effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire Johnson & Johnson. D'autres vaccins sont également sous la loupe du régulateur. C'est un sujet signé Souhila Kilel. Alors que les contaminations liées au coronavirus connaissent une recrudescence des cas ces derniers jours, un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Europe, épicentre actuel de la pandémie, malgré le caractère obligatoire du pass sanitaire, l'Agence européenne des médicaments rendait public ce jeudi ses mises à jour de sécurité sur les vaccins contre le Covid-19, recommande l'ajout d'un type rare d'inflammation de la moelle épinière dans la liste des effets secondaires du vaccin Janssen, développé par le laboratoire Johnson & Johnson. Il s'agit de la myélite transverse, une atteinte neurologique rare causée par une inflammation de la moelle épinière responsable d'une atteinte motrice, sensitive et sphinctérienne. Ce type rare d'inflammation avait été au cœur des arrêts d'essai dans les premiers stades de développement des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui sont basés sur une technologie similaire. Un représentant du laboratoire américain a annoncé que la notice des effets secondaires du vaccin serait actualisée pour inclure le risque de myélite transverse. L'autorité évalue notamment le cas de syndrome de fuite capillaire signalé après l'administration du vaccin Moderna. Le syndrome de fuite capillaire est une affection très rare et grave qui provoque une fuite du liquide à partir des petits vaisseaux sanguins capillaires, entraînant un gonflement principalement dans les bras et les jambes, une hypotension et un épaississement du sang. Les données sur cette pathologie ont également été examinées après l'administration des vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson.
Le Premier ministre australien répond aux accusations du président français sur une radio australienne. Macron l'avait accusé de malhonnêteté dans le cadre de l'affaire des sous-marins. Cette affaire concerne un contrat de 55 milliards d'euros portant sur 12 sous-marins qui auraient été annulés sans avertissement en septembre. Scott Morrison répond, je cite, « Je ne crois pas avoir menti, non ». Fin de citation. Cette affaire a fortement secoué les relations diplomatiques entre les deux pays. Le site de vente en ligne chinois Alibaba a établi ce vendredi un nouveau record lors de 100 jours des célibataires. Résultat, plus de 74 milliards d'euros de ventes en 24 heures, précision avec Mohamed Wali Belchapen. Alibaba, le géant chinois du commerce électronique, annonce ce vendredi avoir réalisé de ventes records estimées à 74 milliards d'euros. En seulement 24 heures, à l'occasion de la fête des célibataires, une progression de 8,5% enregistrée par rapport à 2020. Cette fête chinoise annuelle donne lieu à une ruée des consommateurs à travers le monde sur leur smartphone pour l'acquisition des millions de produits avec des propositions imbattables. Malgré des statistiques stratosphériques, Alibaba minimise l'importance de son nouveau record, indiquant dans un communiqué que le montant de vente n'est plus le seul indicateur de réussite. Quant aux spécialistes, ils affirment que la vente en ligne récèle un énorme potentiel de croissance en matière de commerce électronique, à la faveur d'un déploiement à grande échelle, des nouvelles technologies pour la modernisation des activités économiques. Le Black Friday n'a qu'à bien se tenir, la fête des célibataires risque de lui faire de l'ombre. Culture, clôture des journées du film européen hier. L'événement se déroulait à la Cinémathèque d'Alger. Le film Hamada du réalisateur Eloy Dominguez sera et y a été projeté une histoire sur un groupe de jeunes Sahraouis vivant dans un camp de réfugiés. Ces derniers ne connaissent rien sur leur pays, mis à part les histoires racontées par leurs parents. Amira Bidjar. Les spectateurs ont assisté en force à la soirée de clôture des journées du film européen. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a pris part avec le film documentaire Hamada. Le film nous raconte le quotidien de jeunes réfugiés dans le camp sahraoui de Tindouf, au sud-ouest algérien. Là où l'on n'a rien à faire, mais où pourtant tout est possible. Ce noir tableau laisserait présager un film bien sombre, mais le réalisateur Dominguez Seren et ses acteurs avaient inversé la tendance. Le représentant de l'organisme ONUSA à Alger, Augustino Moulas, nous partage sa joie. On est très content d'être invité ici à cette journée, principalement pour le film d'aujourd'hui, qui est en thématique sur les réfugiés. Et je crois que c'est très très important parce que pour moi, je crois que le film, les pellicules, c'est un moyen de communication et de diffusion très, très important. Et je suis très content qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont venues et qui sont même ce soir à cette présentation de ce film. Stéphane Mechati, ministre conseiller à la délégation de l'Union européenne, nous parle de l'importance de cette manifestation. Je crois que l'ensemble de ces films n'est pas focalisé sur ce point en particulier, mais il y a sans doute cette trame de fond. Retrouver nos habitudes, retrouver nos aspirations, retrouver ce vivre ensemble également. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas seulement une connotation politique, il y a une connotation tout à fait sociétale. Revivre ensemble, repartager, échanger des émotions, échanger des idées, débattre de cela. Et c'est aussi, je crois, le principal message de ce festival européen du film. Une édition réussie et qui marque le retour à la vie culturelle. Pendant cette semaine, un programme riche en films finement choisis par les organisateurs. Des films qui interpellent tout simplement les consciences, qui cadrent parfaitement les problématiques contemporaines, des sujets tels que la famille, la maladie, l'immigration ou bien la guerre. Un traitement artistique pour régaler le spectateur algérien et l'inviter à la réflexion. Hier, 11 novembre, la fête nationale de l'indépendance en Pologne. Pour marquer l'occasion, l'ambassade de Pologne en Algérie a organisé une exposition de l'école de l'affiche polonaise à la galerie Mohamed Rassim à Alger. Faisal Salah a assisté à cette exposition et nous revient avec ce reportage.
L'école de l'affiche polonaise, un phénomène artistique original de valeur et d'une source d'inspiration pour les artistes et les amateurs. Les affiches polonaises sont des références mondiales. 32 artistes à l'image de John Batlik participent avec leurs tableaux. Les affiches sont présentes jusqu'au 2 décembre à la galerie de Mohamed Rassim à Alger. L'ambassadeur de la Pologne en Algérie nous parle de ce rendez-vous. C'est un peu l'histoire emblématique avec les affiches. Il y a eu une grande exposition dans les années 70 et nos partenaires de l'école des beaux-arts d'Alger nous parlaient toujours sur cette exposition. Alors on a voulu répéter cet événement dans un contexte différent, mais on a voulu de présenter le panorama de l'affiche polonaise de nouveau. Justement après cette période triste de la pandémie qui paralysait toute la vie culturelle. Chaque affiche reflète une histoire, un vécu et aussi un message. L'histoire de cette affiche est triste, elle concerne la catastrophe nucléaire au Japon, plus exactement à Fukushima. Une peinture très connue d'un peintre norvégien, Edvard Munch. Le message de cette affiche ne touchait plus à Fukushima. Et si l'affiche de Fukushima est un peu triste, les graphistes polonais sont connus par leur créativité et leur invention sur la communication. Une deuxième affiche qui relève l'humour et la qualité artistique et culturelle et aussi dans la vision de communication qui dépasse toutes les frontières. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette affiche? On invite avec quoi? Avec la qualité de service. Tu peux te sentir, tu peux être gâté par la stewardess comme par un maman, un enfant par un maman. Les tableaux d'affiches vont élire domicile à Alger. L'ambassade de la Pologne a décidé d'offrir les affiches à l'école des Beaux-Arts. Je vais remercier l'ambassadeur pour cette exposition, pour la simple raison, c'est une exposition qui reste, elle devient un bien de l'école des Beaux-Arts. L'exposition de l'art de l'affiche polonaise est la poursuite d'un grand travail axé sur l'amitié entre l'Algérie et la Pologne, qui a donné le fruit auparavant, la construction de la statue de l'émir Abdelkader. Sport, football, c'est plutôt un retour réussi pour la sélection algérienne en terre égyptienne. Les coéquipiers de Youssef Belaïli se sont largement imposés 4-0 face à une équipe du Djibouti au niveau plutôt moyen. Une balade de santé pour les Verts cet après-midi, à moins de 5 jours avant d'affronter le Burkina Faso en match de la 6e et dernière journée de la phase de poule du groupe A. Les étalons, après leur match nul 1-1 face au Niger chez le voisin de l'Ouest, viennent sérieusement d'hypothéquer leurs chances quant à une qualification au match barrage. Je rappelle que le match Algérie-Burkina Faso se jouera mardi 16 novembre au stade Mustapha Tchaker de Blida à partir de 17h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain, 13h.